Salut, alors aujourd'hui on va voir le portefeuille d'un abonné, on va analyser un peu les actions qu'il compose, sa diversification, si on peut voir aussi les différents secteurs, que ce soit les secteurs industriels ou les secteurs géographiques, et voir comment on pourrait éventuellement l'améliorer ou les certaines actions qui sont peut-être à garder ou d'autres à sous-pondérer ou à vendre. Comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on voit qu'il y a environ une vingtaine d'actions, 19. On a aussi les niveaux de pondération, là. Donc, au niveau des lignes, on rappelle à chaque fois, quand on a un très gros portefeuille, qui est censé nous rapporter pas mal d'argent, même qui peut nous permettre uniquement de vivre sans travailler, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir beaucoup d'actions pour lisser les risques, lisser la performance et avoir quelque chose de continu sur le long terme. A contrario, si on a un petit portefeuille, le but c'est de le faire grossir rapidement, donc de prendre éventuellement plus de risques, mais surtout d'avoir que quelques actions, donc plutôt 5 à 10 lignes, mais pas plus. Donc là, ça va dépendre véritablement de la taille de votre portefeuille. Alors, c'est différent pour tout le monde, mais en gros, je dirais, sous les 50 000 euros, on va chercher plutôt à le faire grossir. Et au-delà, 50 000 et plus, voire 100 000 et plus, oui, on peut commencer à avoir beaucoup plus de lignes pour jouer la performance long terme. Alors, on va regarder un peu au niveau du secteur industriel, c'est plutôt intéressant parce qu'on a pas mal de secteurs et il les a classés en plus différents. On voit qu'on n'a pas trop de surpondération en termes de lignes. On va voir après les pourcentages. Parce que là, on a 3 lignes, mais on voit les pourcentages 3, 2, 1, donc ça fait 5%, c'est pas énorme. Donc ça, c'est plutôt bien. On regarde quand même les grosses pondérations avec Stellantis à 17, Total à 16, Interparfum à 8. Donc on voit que c'est pas forcément des secteurs identiques. Donc on a une bonne diversification. Après, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup, voire que du français. On a quelques-unes sur Amsterdam, je crois. Mais pour beaucoup, oui, on a un navigateur aussi qui est au Portugal. Mais pour beaucoup, c'est que français. Alors, c'est probablement aussi un PEA, mais c'est dommage de se couper d'une partie quand même du monde qui peut être intéressant et souvent qu'il y a des moments, des périodes peut-être plus intéressantes. On parle de la Chine depuis quelques mois, la Chine qui surperforme en ce moment, donc c'est important aussi d'avoir ces actions-là. Et puis les États-Unis. Alors quand on est dans un PEA, on n'a pas forcément la capacité d'avoir ces actions-là, mais il y a aussi des ETF ou d'autres valeurs qui répliquent des actions étrangères qu'on peut mettre dans un PEA. Donc ça, c'est peut-être un axe de progression à avoir, c'est plus de diversification géographique. On va regarder maintenant les actions. Alors, on va commencer avec 2 CRSI. Oui, moi, toujours plutôt favorable sur des CRSI, on en parlait récemment. Elle a fait une belle poussée, elle est notamment dans les serveurs, donc dans l'informatique, une grosse période de consolidation, et puis probablement un redémarrage qu'on attend depuis la fin de l'année dernière, qui met un peu de temps, mais là, dernièrement, on a eu des pics de volume, dont un aujourd'hui. On est toujours au-delà des moyennes notamment, et toutes les moyennes rassemblées, ça devrait performer. Donc plutôt une action à garder pour aller jouer les 5 et plus, je pense, à moyen terme. Air Liquide, alors l'action par excellence, long terme, très aimé par les particuliers. Pourquoi? Parce que là, une tendance quand même globale ces dernières années super favorable, et elle donne aussi des actions gratuites, donc c'est intéressant de la garder et puis de ne pas faire grand chose avec. C'est pas le genre d'action où on va chercher un peu de faire du trading, c'est plutôt à garder longtemps, éventuellement à vendre ou à sous-pondérer une fois qu'on a eu une belle performance. Mais là, on en a parlé notamment ici, depuis notamment le mois de février 2024 où elle a explosé. Et on est revenu dessus, il y avait un gap, on est revenu dessus ici au mois de décembre, donc là c'était intéressant d'acheter. Depuis, elle est en train de repartir et elle va certainement continuer sa progression. Elle est toujours bien implantée, notamment elle a beaucoup de ventes aux États-Unis, qui est un marché très porteur en ce moment, avec un dollar fort aussi. Ça devrait aider Air Liquide, donc il devrait faire une belle année 2025, donc évidemment à garder. Et on devrait aller vers les 200 probablement,
L'objectif en 2025 aussi, donc une belle valeur à garder. Big Ben Interactive. Là, je comprends pas pourquoi on achète ça. Alors, je peux me tromper évidemment. Des fois, ça peut remonter. Et il y a des actions comme ça qui ont un graphe terrible qui peuvent se réveiller. Mais là, quand on voit ça, c'est une action qui va faire des augmentations de capital. C'est une action qui va être diluée. C'est une action qui va vers la mort petit à petit. Alors, des fois, oui, il y a des, il y a des sursauts. Mais là, Big Ben Interactive, ils foutent les jetons, hein. C'est notamment eux qui ont aussi Nacon. C'est la filiale de Big Ben, mais catastrophique. Alors oui, des fois dans du court terme, on le voit, les rebonds, ils sont intéressants parce que là, on jouait le rebond ici sur les 2,27, 2,30 pour aller chercher ici à 40%. Donc super volatile, mais c'est quelque chose à jouer comme ça. Là, peut-être plus pour du trading, effectivement. Mais pour des investissements un peu moyen long terme, pour essayer une recovery, bah non, on fait que descendre. Pour récupérer ce qu'on a perdu ici depuis le mois d'août 2024, on a perdu 49%. Et pour remonter, il faudra faire 100%, hein. Et c'est toujours plus difficile à remonter qu'à perdre. C'est pas les mêmes pourcentages parce que c'est pas les mêmes chiffres. Là, on est sur 2,2, là, on est sur 1. Donc forcément, ça nous demande une augmentation beaucoup plus importante pour progresser. Donc non, c'est plutôt à éviter. Et puis peut-être quand on voit ça, bah, on se dit, je me suis trompé, c'est pas grave, je prends ma perte. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Française des Jeux, toujours plutôt favorable. Il y a eu l'OPA de Kindred, hein, qui devrait dimensionner encore plus la Française des Jeux sur le territoire européen. Ça lui a donné des nouveaux, des nouveaux, euh, des nouvelles parts de marché, notamment géographique, mais aussi sur les casinos en ligne. Donc, a priori, hein, ça devrait faire exploser un peu les chiffres de la FDJ, qui n'a pas été super valorisé malgré ça, hein. On a l'oblique long terme ici plutôt intéressant. Acheté en 2023, acheté en 2024, et puis là récemment, hein, fin 2024-2025, on est revenu dessus. À court terme, on vient de péter l'oblique, donc on est dans cette phase au-dessus de la moyenne à 200 de congestion qui devrait nous permettre de repartir. Et puis les fondamentaux super solides de FDJ, hein, et le rendement aussi avec le dividende qui devrait arriver. Plutôt tout est au vert pour la Française des Jeux, donc oui, ça s'achète, ça se garde, et puis ça se vendra éventuellement vers les 45, mais pour l'instant c'est plutôt très favorable. Fleury-Michon, à court terme c'est pas terrible. On a vu une belle performance, notamment en 2024, de Fleury-Michon avec un gap haussier ici, beaucoup de volume, et puis après forcément bah, on prend ses bénéfices, on est monté quand même 60% en quelques mois. Derrière, les plus hauts de plus en plus bas, la consolidation. Et là, si on zoome un peu, alors on avait fait un premier rebond sur moyenne à 200. Le deuxième, on le casse. Échec, retentative quelques jours après, échec. On revient sur le support des 23 qu'on a un peu défoncé. Bon, pas en clôture, juste en journée. Mais quand même, a priori, c'est pas terrible. Alors oui, ça peut repartir, mais je pense qu'il faudrait plutôt sous-pondérer cette valeur-là et l'acheter bah, quand on sort de ce triangle-là, quand il y a à nouveau un dynamisme intéressant. Parce que là, le support, on n'est pas sûr de le tenir et on peut même aller peut-être un peu plus bas pour chercher un support à 21, voire combler le gap. Là, on est quand même dans une tendance de dégradation sur Fleury-Michon. Donc plutôt négatif. Hoffman, Green Ciment, alors mauvaise journée aujourd'hui, mais la tendance est toujours plutôt favorable, hein. Faudra voir demain s'il n'y a pas le même chandelier, s'il y a une partie de rachat ou qu'on se maintient sur ces niveaux-là, on est toujours plutôt positif. Sur le ciment bas carbone, avec la construction qui revient bien, donc a priori, elle nous avait déjà habitués, hein, des grosses ventes comme ça, mais la tendance est plutôt intéressante. Il y a les résultats sur Hoffman. Quand est-ce qu'ils sont? Je crois qu'ils sont cette semaine. Ils sont mercredi. Donc, on va avoir des gros indices, hein, sur Hoffman mercredi. Ça peut aussi apporter beaucoup de volume et soit une tendance à la hausse confirmée ou alors peut-être une vente. Moi, je suis toujours plutôt positif sur cette valeur que j'aime bien et qui mériterait, hein, avec les contrats qu'elle a signés, de remonter assez grandement vers les 8 peut-être, au moins vers les 6-7 quand même. ICAD.
ICAD, c'est pas mal. On a une grande baisse, hein, l'ICAD, notamment, c'est sur les bureaux. Euh, et puis, cette grande volatilité, hein, en annuel, on le voit, qui perd. Et là, si on dézoome, on voit qu'il n'y a plus trop de volatilité. On va rezoomer pour voir ce qui se passe. On a des rebonds sur moyenne à 200, de plus en plus bas. Et là, on le casse, notamment au mois de septembre. Hein. Entre août et septembre, on a fait un gros rebond où on a cassé les 26 sites. Et derrière, on va jouer l'aplatissement des moyennes, on va jouer les plus hauts de plus en plus bas, on va jouer la congestion avant probablement de casser cet oblique long terme, hein, 2020-2021. Donc, on est en train de mettre les étapes pour travailler ici, casser. Et là aussi, hein, hop. Donc, ce petit travail-là, casser. Une fois qu'on aura cassé, probablement une petite congestion, un retour ici, et puis une tendance qui se met en place. Donc, pour les plus prudents, on attendra ici, hein, cette cassure effective autour des 23, 24, 25 ou un peu plus bas. Mais sinon, ça semble quand même en prendre le chemin. Donc, plutôt positif sur ICAD. Interparfum, elle aussi, elle donne des actions gratuites, hein, un peu avant ou un peu après le dividende. Je ne sais plus exactement, c'est au printemps ou à l'été. Pas super valorisé non plus, alors que les résultats sont plutôt bons, hein, sur Interparfum, notamment avec Lacoste où ils ont beaucoup vendu. On a eu, pareil, l'été 2024, une grosse explosion. Ensuite, on est revenu combler le gap. On essaye de repartir. Alors pour l'instant, ça prend pas, mais si on dézoome, c'est pareil. On voit qu'on a une belle phase ici de construction post-cassure d'oblique. On tient les supports. Donc a priori, on devrait travailler cette zone-là. Hein. Le but, c'est de travailler les 44-52 en moyen terme. On surveille toujours ce qu'elle fait. Alors ça manque un peu de volume sur Interparfum. Les résultats étaient par là, hein, fin janvier. Mais oui, moi je crois toujours plutôt en cette valeur. Et tant qu'on tient, oui, à minima les 39 et si possible les 42, ça pourrait performer. Mais ça manque un peu de peps quand même sur Interparfum. Morel et Prom, qui nous a fait un mois de décembre-janvier phénoménal. Un échec encore sur les 6,64 comme d'habitude. Mais si on l'a un peu dépassé, on n'arrive pas à dépasser une ou deux journées au-dessus complètement. Le rendu est assez faible. Moi, je l'attendais plus bas, éventuellement, Morel et Prom. Ça reste une petite valeur, donc un peu plus volatile que les grosses majors. Donc là, le pic de volume a énormément aidé. La tendance, elle est plutôt bien quand même, mais au niveau du timing, oui, c'est plutôt renforcer ou acheter ces niveaux-là. Maintenant, il faudra voir ce que donneront les résultats, parce que sur beaucoup de pétrolières, les marges de raffinage étaient quand même un peu plus bas, hein, fin 2024 que début 2024 et 2023. Donc, ça avait impacté quand même la performance. Mais Morel et Prom, ils ont peut-être cette capacité aussi comme technique à performer. On voit un pic de volume, notamment depuis décembre. Mais si on n'arrive pas à casser ça, c'est pas trop important si on ne rend pas trop. Donc peut-être autour de la moitié ici, hein, alors soit la moyenne à 200, soit la moitié. Donc les 5,60 ou les 5,98, ça peut être deux niveaux intéressants pour repartir. Là, si on va casser par contre les 5,5 négatives. Donc on voit que c'est quand même une temporalité assez longue sur Morel et Prom, et au niveau du timing court terme, c'est pas idéal maintenant, mais on a des chances quand même de casser. NFL Biosciences, là aussi en petite valeur, c'est sur le sevrage tabagique notamment. Il y avait des données plutôt favorables, hein, qui avaient été sorties par NFL. On avait fait une tentative ici à 2,8 mais qui n'avait pas tenu. À chaque fois c'est revendu, on revient toujours autour des 1,80. On a comblé le gap là récemment. Ce gap-là sur les 1,62, il n'existe plus. On vient de le combler il y a quelques jours. Mais on n'arrive pas à progresser malgré des données intéressantes. Alors c'est une valeur spéculative, hein, petite valeur. Mais a priori, oui, on devrait avoir des chances. Alors moi, j'étais parti parce que finalement, ça donne rien. Petite ligne à avoir dessus pour jouer les 3 éventuellement. Mais c'est pas acheté, c'est pas vendu. Pour l'instant, ça fait rien. Mais c'est ce genre de biotech-là qui peut quand même
pumper très fort, très rapidement, et puis il faudra prendre ses bénéfices. Maintenant, si on vient à nouveau un retour sur les 1,6 et qu'on va vers le bas, il faudra quitter, je pense. NN Group, moyen, parce que, alors oui, on a eu une belle tendance, mais on a beaucoup gagné, on a fait des gaps haussiers, on a progressé de près de 59%, même si on prend les plus bas, près de 80% en un peu moins d'un an. Derrière, on a la consolidation qui se fait, le rebond un peu après la moyenne à 200, autour des derniers plus hauts, des 42. C'est neutre sur NN Group, parce qu'on a eu une belle tendance, mais je pense que il faut laisser le titre ici un peu évoluer comme ça. Et à court ou moyen terme, ça ne devrait pas faire grand-chose. Donc il faudra attendre d'avoir plus de chandeliers pour vraiment se focaliser sur une possible chute ou alors à nouveau une remontée. Donc on va être plutôt neutre sur cette valeur. Pour le moment, Planisware, c'est dans les logiciels, qui a été mis en bourse assez récemment, avril 2024, donc une belle opportunité à 20 euros. On est monté à 31. Derrière, on consolide. La moyenne à 200 qui vient d'apparaître ici, donc ça fait 200 jours qu'elle est en bourse le 28 janvier. Qu'est-ce qu'on peut voir après cette conso? On a un début de redémarrage. On a deux zones, je pense, sur Planisware. À jouer celle-là plutôt favorable au-dessus des 27, et entre les 24 et les 27, une zone un peu de faiblesse. Donc on va dire que si on se maintient au-dessus des 27,5, qu'on travaille, on pourra peut-être reperformer. En dessous, on sera plus prudent. Pour l'instant, c'est neutre. Il n'y a pas grand-chose à faire, à dire. Et il n'y a pas trop de volume non plus. On a eu juste ici ce pic de volume au mois de décembre, mais ça reste sur des niveaux très faibles. Donc pour le moment, on va plutôt jouer le court terme avec espérer un rebond sur les 27, sinon assez négatif. Rexel, elle devrait aussi profiter du retour de la construction et sur pas mal de secteurs. Alors pour l'instant, elle bouge pas, ça fait un moment. Moi j'étais dessus, je suis parti quasiment à break-even, ça n'a rien fait sur Rexel. On a des rachats quand même autour des 24,6 ou un peu en dessous, qui est un niveau souvent joué. Là aussi, on voit les moyennes toutes rassemblées. Et si on regarde la macro, on serait plutôt quand même favorable et pour une nouvelle poussée haussière sur Rexel. Donc plutôt à garder. Et si on vient sur les 23 combler le gap et puis peut-être à enfoncer, on sera négatif. Mais c'est quand même une valeur qui devrait avoir des chances de performer si la santé macroéconomique mondiale est plutôt correcte. Stellantis, alors là aussi, Stellantis, moi je suis toujours négatif à chaque fois que je la vois. Ensuite, en plus avec les droits de douane, parce que Stellantis est construit beaucoup au Canada, et le Canada, ils se prennent des grosses sanctions de la part de Trump au niveau des droits de douane, donc Stellantis, ils sont beaucoup impactés. Sous les 14, c'est toujours négatif, et on voit qu'elle n'arrive pas à revenir au-dessus des 14. Alors ça fait un moment, mais il n'y a que des mauvaises nouvelles qui s'annoncent. Et avant qu'elle nous fasse un début de rebond technique pour nous indiquer qu'elle va peut-être se retourner, il va se passer encore des semaines, des mois. Je pense que c'est pas intéressant. On le dit depuis septembre 2024. Il faut éviter Stellantis. Il faudra peut-être y revenir une fois qu'elle aura donné des dégages un peu plus intéressants, qu'elle aura cassé les 14. Mais là, on a peut-être encore des chances d'aller vers le bas. Donc plutôt à éviter. TF1, ils donnent leurs résultats bientôt, je crois, TF1. Il y a M6 aussi qui donne ses résultats dans la semaine, il me semble. TF1, ils ont fait un beau rebond ici sur support autour des 7. Ils sont en train d'approcher leur moyenne à 200. Donc le timing, on en avait parlé ici, ça pouvait être intéressant de jouer cette tendance-là. Maintenant, je pense qu'il faudra regarder les résultats aussi. On pourrait faire peut-être une tasse à vacances sur TF1, c'est-à-dire que là on a le haut de la tasse, le bas de la tasse sur le support, la tasse par là, entre les 7 et les 8, et peut-être, si on a une période de conso comme ça, recasser à la hausse. Donc on serait quand même plutôt favorable, mais il faudra attendre justement cette cassure des 8 en gros. Donc un travail
post-résultat et une cassure à la hausse des 8 pour être favorable sur TF1. The Navigator Company, on en avait parlé notamment dans le papier, hein, c'est au Portugal. Elle avait une phase ici de congestion qu'elle est en train de casser ces derniers jours au-dessus de sa moyenne à 200, donc plutôt favorable. On a eu des gros volumes. L'objectif, c'est de retrouver les 3,80, hein, une dizaine de pourcents environ. Donc plutôt favorable aussi. On est en train de bien travailler et d'accumuler au-dessus de zones clés et de toutes les moyennes, donc plutôt favorable. Et on a cassé notamment, on avait ici le début janvier la probable première prise d'entrée, hein, sur le titre. Donc toujours favorable. Total, on est entre deux sur Total, hein. Elle a perdu énormément à cause notamment des baisses de raffinage. Elle a fait un beau rebond technique. La demande entre deux. Total, ils ont aussi l'énergie et l'électricité qui les sauve un peu, mais le pétrole est un peu en baisse. Ils sont un peu sous-valorisés par rapport aux majeures américaines. Ils vont peut-être se faire coter aux États-Unis. On reste quand même plutôt favorable sur le moyen long terme sur Total. Il y a aussi un rendement avec un dividende toujours important. Maintenant, le timing court terme ici, après le gros rebond, les avoir autour des 60, pas forcément idéal. Donc c'est plutôt sur du long terme et puis profiter du rendement avec le dividende qui tombe tous les 3 mois sur Total. C'est ça qu'on jouera, hein, si on est investi. Et on en reparlera éventuellement quand il y aura de gros changements. Mais là, sur le court terme, il n'y a pas grand-chose. Sur le moyen long terme, on reste favorable. Il faudra quand même qu'elle confirme en cassant sa moyenne à 200, hein, assez prochainement. Veolia, plutôt favorable sur Veolia, qui a quand même pas mal de contrats sur les pays du Golfe aussi, notamment sur l'eau, le traitement de l'eau, les déchets également. Le support à 26,6 qui fonctionne plutôt bien et qui a fonctionné encore, hein, début d'année. Là, on est en rebond technique. Alors, on est toujours sous la moyenne à 200, mais je pense que ça devrait être intéressant pour Veolia. Là aussi, on a les résultats bientôt. Et si on arrive à casser cette zone-là, hein, autour des 28-29, on devrait peut-être aller chercher les 31 et plus courant 2025. Donc, tant qu'on tient les 26, oui. Mais Veolia, elle est aussi un peu boudée par la bourse et il n'y a pas trop de peps non plus. C'est pas une valeur momentum sur beaucoup de comptes. Donc, c'est un peu dommage. Mais oui, les fondamentaux sont plutôt corrects. Et tant qu'on tient les 26,6, on est favorable. Et Veralia, c'est pour jouer l'OPA. Il y a alors c'est Sal ou Sales, hein, le Brésilien qui était milliardaire brésilien qui est déjà au capital de Veralia, qui pourrait racheter la valeur. Le problème, c'est que le secteur un peu, on l'a vu avec Pernod Ricard, Rémi Cointreau, Diageo, des vins spiritueux et des bouteilles, parce que Veralia, ils sont dans le secteur de l'embouteillage notamment, et quand même très négatif, hein. Pernod Ricard, ils ont encore baissé aujourd'hui, ils ont cassé un support. Donc, pas forcément idéal. On voit pas de gros catalyseurs. Maintenant, si l'OPA se fait, oui, il y aura certainement une petite prime par rapport au cours actuel autour des 28. Mais 34, 36, ce serait déjà très beau. Et c'est pas sûr. D'une part, il faut que l'OPA soit lancée. Ensuite, que ça se fasse. Et que l'offre de prix soit relativement élevée. Ça fait beaucoup de si. Sinon, ça va rebaisser et on va retrouver un cours autour des 26, voire moins, et une tendance baissière. Donc c'est ça qu'on joue, hein, c'est l'OPA. Petit risque quand même parce que le secteur est pas au mieux. Alors est-ce que le timing il est fait spécifiquement pour ça parce que le secteur va pas bien? Moi je trouve pas ça idéal quand même. C'est spéculatif, c'est un coup à jouer. Éventuellement voir les news, hein, qui sortent sur l'actionnaire brésilien. Mais il n'y a que ça à jouer, hein, parce que sinon c'est négatif sur Veralia. Voilà. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Bon trade, à plus.